Comment tu définirais l'hypersensibilité? L'hypersensibilité, en fait, ça désigne une sensibilité qui serait plus haute que la moyenne, on pourrait dire. Quelque chose d'assez exacerbé. Il y a une psychologue qui s'appelle Hélène Aron, qui dit effectivement d'une personne hypersensible qui est un individu qui va pouvoir capter ou s'imprégner de son environnement, de son univers avec parfois des filtres qui sont moins puissants, donc qui va recevoir directement à l'intérieur de son cœur ou voilà, même des fois de tout son corps, les informations et les émotions et les énergies qui sont voilà, autour d'elle. Donc une hypersensibilité, ça peut être parfois jugé d'une manière péjorative, mais alors en fait c'est aussi quelque chose de très aidant parfois d'avoir cette capacité à sentir les choses extrêmement profondément. Et du coup, c'est quoi les signes caractéristiques qui peuvent ou qui doivent interpeller les parents et les professionnels? Les enfants qui ont des vies intérieures qui sont riches. Des fois, on peut entendre parler de son copain imaginaire. Des fois, concrètement, l'enfant, il peut vraiment parler à son ami. Ça peut être des fois stressant pour les parents ou les professionnels de se dire, mais est-ce que ça tourne bien? Oui, dans leur tête, ça tourne très bien. On pourrait aussi observer des enfants des plus grands qui sont profondément aussi des fois émus par une musique, un tableau, un paysage dans la nature, observer des animaux. Ça va leur créer des sensations, des émotions qui vont être très fortes. Ça peut être aussi chez certains enfants être maladroit quand ils se sentent observés. Peut-être que c'est des enfants qui perdent un petit peu leurs moyens. Et de fait d'être un peu dans ce stress-là, on sait aussi que le cerveau est plutôt inondé de cortisol et que d'un coup, oui, c'est comme on dit, ils perdent leurs moyens, deviennent maladroits. Et c'est pas une question de incapacité à faire ce qu'on leur demande, mais c'est de se sentir un peu sous pression ou observé qui peut un peu les troubler. On peut aussi observer le fait d'être facilement bouleversé ou dépassé des fois par les émotions, par les changements. C'est des enfants qui peuvent, des fois, par exemple, dans le quotidien, ils sont en train de jouer ou de faire quelque chose et d'un coup, on change. Allez, hop, tout le monde dehors, on s'habille. Mais en fait, pour eux, de passer d'une situation dans laquelle ils se sentent en sécurité, où ils ont une forme de maîtrise, de changer comme ça d'environnement, ne serait-ce que d'aller s'habiller ou voilà, changer de pièce, ça peut être très déstabilisant pour eux. Donc, c'est important de le savoir parce que quand on travaille avec voilà avec les tout petits, on a plein de séquences des fois dans la journée et du coup de pouvoir bien informer l'enfant en amont. Tu finis ton puzzle et puis après tu te souviens, on va plutôt s'habiller pour aller jouer dehors et l'enfant ça lui permet de voilà d'être informé, de gérer un peu ce qui peut se passer à l'intérieur de lui sans être complètement déstabilisé. Qu'est-ce qui se passe quoi. Par rapport aux tout petits aussi, et on peut observer ça même quand ils grandissent, mais des fois des enfants qui sont très sensibles à tout ce qui est la surstimulation. Alors d'une manière générale, de toute façon, oui, c'est pas très sain d'être surstimulé, mais même des tout petits, s'il y a trop de bruit, s'il y a trop de lumière, si voilà, un mouvement perpétuel, pas de temps de calme, ça peut être vraiment comme s'ils n'avaient pas, c'est ça, de par stimule, un peu comme le pare-choc de la voiture qui vient protéger. Des fois, ils sont envahis de tout ça et bah du coup, ça leur, voilà, ça fait un peu le niveau des eaux émotionnelles là qui monte, qui monte, qui monte. Et à un moment donné, ce qui est complètement naturel, il va falloir que tout ça puisse sortir pour faire une vidange émotionnelle. Et voilà, ça va être des enfants qui vont être des fois très sensibles à trop de stimulation. Par contre, voilà, il y a aussi la corrélation qu'on a souvent observée d'enfants qui peuvent être du coup identifiés comme haut potentiel. Donc la lecture souvent de l'adulte ou du parent, c'est que cet enfant, hein, il est grand, il sait déjà faire plein de choses. Mais à côté de ça, il a une immaturité émotionnelle et affective qui fait qu'il est parfois dans des comportements qu'on pourrait vraiment associer à des comportements de beaucoup plus petits. Et du coup, l'adulte, il comprend pas. Il dit, mais t'es un grand garçon ou t'es une grande fille, tu vas pas pleurer parce que t'arrives pas à mettre tes scratchs. Et ben en fait, pour lui, en fait, pas mettre son scratch, c'est vraiment hyper important et de pas y arriver, il peut voilà avoir une réaction émotionnelle très forte. Donc nous, sachant cela,
on peut vraiment voilà réaccorder aussi des fois nos attentes et nos lectures de cet enfant-là. Donc grande maturité des fois cognitive, mais grande immaturité aussi du côté plus affectif, émotionnel. Et ils ont aussi cette grande cette grande puissance d'être très à l'écoute aussi des autres et à saisir aussi les émotions des autres personnes et se connecter aux autres enfants. C'est souvent aussi des enfants qui sont très empathiques, qui vont tout de suite aller chercher le doudou du copain qui pleure ou qui ont vraiment leur cœur qui est connecté aux autres humains. C'est très chouette aussi cette facette-là de l'hypersensibilité. Comment on accompagne ces enfants dans le quotidien, que ce soit à la maison d'abord et aussi en collectivité? Il y a un point qui semble important de rappeler, c'est que l'hypersensibilité, c'est quand même quelque chose qui est constitutif du tout petit, du tout nourrisson jusqu'à 6-7 ans. L'enfant, il est ultra connecté et ultra sensible. Après, quand ça s'installe dans une manière d'être, en fait, au-delà, c'est pas conscient chez l'enfant, mais qui lui est comme ça, on va plus parler de ultra sensibilité, existentielle. Ça fait partie de cette personne qui grandit, qui est comme ça. Mais chez le tout petit, on le sait que voilà, les émotions et les tempêtes émotionnelles, elles font partie de son développement, c'est constitutionnel, quoi. Ce qui est important, c'est que faut pas réprimander un enfant hypersensible ou en tout cas l'inviter à dissimuler cette sensibilité. Elle fait partie de lui. Ce qui va être intéressant plutôt, c'est d'aider l'enfant à apprivoiser ce qui vient des moments l'envahir et puis du coup à l'aider à trouver les outils pour que son quotidien soit le plus serein possible. Mais effectivement, on va vraiment et les adultes et les enfants nécessairement avoir besoin de bien se comprendre et de bien être à l'écoute et d'être très vigilant pour que cet enfant puisse au quotidien être en capacité d'écrire ses émotions. Alors avec les tout petits, maintenant il y a énormément d'outils, hein, que ce soit des petits pictogrammes, il y a des livres autour des émotions. J'en ai un en tête, la couleur des émotions, voilà, qui va venir vraiment aider l'enfant à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Donc et puis par le jeu, le canal du jeu, c'est vraiment une porte d'entrée fondamentale pour le tout petit. Du coup, au quotidien, ça va être aussi de respecter son besoin de temps calme. Quand l'enfant, effectivement, il a été en collectivité, ça brasse, quoi. Il y a des groupes souvent quand même importants. L'enfant, toute la journée, il se conforme quand même à ce qu'on attend de lui dans le vivre ensemble, les règles arrivent. Il prend vraiment sur lui, mais voilà, le soir, il a vraiment besoin d'être entendu et soutenu dans j'ai réussi à passer cette longue journée aussi loin de mon papa, de ma maman, ou en tout cas, ça m'a demandé de beaucoup me mobiliser. Donc le soir, faut qu'on puisse avoir en tête qu'il va y avoir besoin d'un espace pour que ça puisse se parler ou se vivre chez le tout petit qui est moins dans les mots. Mais il va falloir que ça soit en tout cas accepté. Lui expliquer aussi que ça peut être une particularité qui fait de lui un être avec une forme de force, être en capacité de s'émerveiller devant un tableau ou d'être en capacité d'être dans une relation d'empathie avec ses copains. Ça c'est vraiment des choses dans le quotidien et en collectivité. C'est des enfants qui dans les groupes aussi apportent des énergies qui sont très belles et très sensibles. Donc nous les adultes, il faut qu'on puisse aussi souligner ça. On peut aider aussi l'enfant à identifier un peu son point de rupture, quoi. C'est-à-dire que l'aider à parler pour qu'il sente quand effectivement au niveau des émotions ou des surstimulations, quand pour lui ça commence à être vraiment trop haut, avant qu'effectivement il soit un peu submergé. Du coup, nous en tant qu'adultes, à être en posture aussi d'observation de qui il est, de comment il réagit à l'environnement, aux propositions qu'on lui fait. Et si jamais, l'émotion ou en tout cas la surstimulation venait, qu'on soit en capacité aussi de lui dire, bon, si c'est un peu trop pour toi, il y a aussi d'autres, tu peux te poser un petit peu avec un livre ou d'en avoir conscience que pour lui, c'est un peu en train d'être envahissant, quoi. En tout cas, ce qui est important toujours dans notre posture à nous d'adultes, c'est de jamais comparer un enfant hypersensible à un autre qui ne l'est pas.
Et notamment, je pense par rapport aux fratries. Dans les fratries, hein, ouais, mais regarde ton frère, lui, voilà, il fait pas tout un flanc pour mettre son écharpe quand il fait froid, alors que toi, à chaque fois, tu te mets à pleurer et on a l'impression que toute ta vie est en jeu, alors que le grand frère ou la petite sœur, pour le coup, c'est beaucoup plus fluide. Toujours être dans une posture, voilà, d'écoute, de bienveillance et d'acceptation de cette particularité pour cet enfant-là. Ça demande de la part des adultes un gros travail de patience et de mise à disposition de soi aussi dans comment je reçois que l'enfant me renvoie. C'est pas toujours facile, hein, le soir, quand nous-mêmes on rentre du travail ou qu'on a eu des grosses journées et que cet enfant-là va avoir lui besoin de nous pour ça. Il y a des moments où c'est compliqué de se mettre à disposition et se connecter à ça. Et pourtant, c'est vraiment des enfants, j'ai envie de dire comme tous les enfants. Mais eux, ils ont peut-être ce besoin-là vraiment encore plus fort. À nous, les adultes, d'en avoir conscience pour les accompagner, et notamment, je pense aux retrouvailles du soir, qui sont souvent loin d'être aussi magiques qu'on nous le vend dans les magazines. Hein. Qu'est-ce que ça peut être vos propositions, vous, quand vous dites quand on s'agace, quand on craque avec des cris ou avec des paroles blessantes parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas envie de faire un effort, qu'on n'arrive pas à se mettre justement au niveau de son enfant à ce moment-là, notamment quand il y a des pleurs, quand il y a des crises, on en reparlera tout à l'heure, comment on peut renouer suite à un craquage des parents, justement? Le craquage des parents, oui, hein. C'est sûr qu'on craque. On craque, à mon sens, parce que ce que vit l'enfant en fait dans ces journées du tout petit, c'est vraiment ce qu'on appelle les tempêtes émotionnelles. On peut prendre l'exemple du soir, qui est un exemple, je pense, qui va parler à beaucoup de parents, où on est en posture de se reconnecter. On s'est pas vu de la journée, on arrive tous avec notre petit sac, voilà, de frustration, d'émotions, d'adaptation qu'on a eu à remplir tout au long de la journée. Nous, en tant qu'adultes, on va avoir sans doute certains outils pour gérer nos fins de journée avec fatigue, stress, émotion, contrainte, exactement ce qu'a vécu l'enfant. Sauf que lui, sa caractéristique principale à cet enfant-là, c'est que il a vraiment une immaturité au niveau de son cerveau. Donc, ça, c'est vraiment ce que les neurosciences affectives et sociales ont permis de mettre en lumière, voilà, depuis une dizaine, quinzaine d'années. Et notamment, via aussi une pédiatre française, la Catherine Guéguen. Donc, c'est vraiment important d'aller lire ses bouquins ou au moins d'aller écouter ses conférences sur YouTube parce que elle permet vraiment, et ça donne vraiment des outils clés de comprendre que cet enfant, il traverse tout au long de la journée, mais notamment quand son vase est plein, le soir, ce qu'elle appelle les tempêtes émotionnelles. Donc, cet enfant-là, il est agi par ça. Une fois qu'on a compris ça, on va, nous, avoir une posture d'adulte qui va être sans doute différente. On va poser un autre regard sur lui, puisque on comprend que ce comportement qu'a l'enfant, il ne fait pas exprès. Il ne fait ni un caprice, ni il est méchant, ni il est sot, ou ni il écoute rien. En fait, l'adulte et les parents comme les professionnels de la petite enfance, c'est vraiment très important qu'on puisse entendre et surtout comprendre que le comportement de l'enfant, donc le comportement de l'enfant qui d'un coup on arrive à la crèche ou à l'école et va dans la direction opposée et met un grand coup de pied dans la pile de livres parce que effectivement il est en pleine tempête émotionnelle, ce comportement-là que nous souvent on va juger et on va juger, critiquer et puis sanctionner, vient nous parler en fait d'un besoin. Donc, je pense que ce qui serait vraiment important, c'est juste que si on puisse se refaire un petit schéma, chacun dans notre tête, comme un iceberg. Donc, il y a la face immergée, c'est ce qu'on voit. Ce que l'enfant nous donne à voir, c'est son comportement, la crise, le caprice. Et ça, voilà, ça nous donne une indication de ce qu'il y a dessous, sous la mer. Et c'est là, en fait, qu'il va falloir que nous, les adultes, on soit de plus en plus forts. C'est le besoin. Qu'est-ce que tu viens me dire? Quel est ton besoin? Besoin d'attention. Ah oui, effectivement, quand tu es en train de mettre des grands coups de ciseaux dans les rideaux, tu attires mon attention, effectivement.
parce que ça fait 8 heures qu'on ne s'est pas vu. Donc, je vais, par exemple, arrêter de regarder mon portable. Je vais vraiment me mettre en connexion avec toi. Ça, c'est des outils au quotidien qui sont importants pour nous, les adultes, à bien saisir et à bien mettre en place. On peut imaginer, par exemple, qu'on se donne un quart d'heure, ou vraiment un quart d'heure, on est ensemble. Si on s'accorde vraiment tous les 2 ou tous les 3, s'il y a plusieurs enfants, ce quart d'heure intense, on sait que l'enfant, il va être entendu et surtout rassasié dans son besoin d'attention, de passer du temps. Et de fait, ça y est, il aura eu toute sa nourriture affective pendant ce vrai temps. Et après, en fait, il va vraiment pouvoir nous lâcher la grappe, j'ai envie de dire. Mais si on lui donne que des petites miettes de oui, attends, j'arrive, bouge pas, attends, mon téléphone, et qu'en fait, on n'est pas vraiment avec lui, pendant l'heure qui suit, ça va être des crises successives parce qu'il vient nous dire arrête-toi, j'ai besoin d'être avec toi. Au même titre qu'effectivement, quand on arrive sur le lieu auquel on a confié notre enfant toute la journée, nous les adultes, on a vraiment aussi intérêt à se dire cette connexion-là, elle peut pas se faire en 2 secondes. L'enfant, il peut pas se déprogrammer d'un coup et nous sauter dans les bras. Ça arrive parfois, mais d'avoir des petits sas aussi de je me pose, je suis là et j'observe ce que tu es en train de faire, on se regarde, on se reconnecte en fait aussi de loin, on se fait un sourire, on se parle. Mais souvent, parents, on est hyper pressés et l'enfant, on l'arrache à ce qu'il est en train de vivre depuis 8 heures. Du coup, lui, il doit à nouveau se séparer de ses copains, le périscolaire, les gens avec qui il est. Donc cette rencontre aussi du soir, il faut que les parents on puisse se dire prenons aussi le temps parce que l'enfant il en a besoin. Pour le coup, je pense que c'est aux adultes d'adapter ce temps-là, par exemple des retrouvailles. Et puis si des fois on n'a pas réussi, parce que c'est normal des fois qu'on n'arrive pas à tout bien gérer et qu'on puisse aussi des fois s'emballer aussi nous les adultes. Moi, je crois qu'une posture qui est chouette aussi, c'est de se dire que on est désolé et d'être humble aussi avec les enfants. On peut parler pour retrouver une complicité. Hein. Plus l'enfant, il va aussi avoir un adulte en face de lui qui lui dit aussi, moi, c'est vrai que là, tu vois, je me suis sentie en colère. Ou moi, tu vois, là, j'ai crié quand t'as traversé la route parce qu'en fait, j'ai eu peur. Donc, ma peur m'a fait te crier après et t'attraper peut-être un peu fort par le bras et te disputer, en fait, d'avoir traversé la route en me lâchant la main. Nous, on doit apprendre aussi à mettre des mots sur nos émotions. C'est pas forcément des choses sur lesquelles on a été bien outillés ou bien accompagnés aussi, nous, quand on était petits. Donc, on a du travail à faire de notre côté. Quand on a eu une grosse dispute avec son enfant, même s'il est tout petit, il va pas forcément comprendre les mots qu'on va employer en termes de vocabulaire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, l'enfant, lui, il va déjà comprendre l'intention qu'on va y mettre. Donc, faut pas hésiter à lui parler, à lui expliquer, quelque part à lui confier, c'est ça, nos peurs, nos émotions, essayer de lui poser des questions sur comment chez lui ça a résonné, est-ce qu'il en a compris, est-ce qu'il en a vécu sur le moment. On doit pas hésiter, à lui demander comment il se sent, à l'écouter. C'est important l'écoute de l'adulte envers cet enfant. Quand il n'est pas encore en capacité de dire avec des mots, comme on disait tout à l'heure, il y a plein de petits supports aussi qui peuvent aider pour venir traduire ça. Je pense que c'est important qu'on dise à son enfant qu'on l'aime. En fait, ça lui donne confiance, puis ça vient renforcer aussi notre relation avec lui. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. C'est pas je t'aime quand t'es joyeux et t'es méchant et je t'aime pas quand t'es en colère. Sinon l'enfant il pourrait se sentir un mauvais objet entre guillemets ou une mauvaise personne parce qu'il ressent de la colère ou de la peur. Ça serait dommage. Une bonne posture aussi pour renouer quand on a un peu vécu un moment fort de crise ou de dispute, c'est toujours de se rattacher à ce qu'on appelle l'empathie. Du coup, ça va être se mettre à la place en tout cas de soit de son enfant, soit d'un enfant avec qui on est dans le cadre du travail ou essayer de comprendre sincèrement ce qu'il a pu ressentir. On a souvent cette tendance à venir mettre de l'intellect là-dessus.
alors que l'enfant, lui, il est pas forcément là-dedans. Il est vraiment agi par ça. Donc, si nous, on arrive à se reconnecter à ça, ça peut nous aider aussi. Je dirais aussi de chercher une solution avec lui, lui demander, je sais pas, comment je peux faire voilà, pour que ça aille mieux. Est-ce que tu as besoin qu'on fasse un câlin? Est-ce que tu as besoin qu'on aille dehors faire une promenade ou un jeu? En tout cas, voilà, lui remettre aussi nous remettre dans une position de, on se rencontre à nouveau. Et puis voilà, de conforter l'enfant que le lien, il se brise pas en fait. On peut vivre des crises, on peut des fois être, voilà, des adultes. Des fois, on est maladroit, mais de s'excuser, et de dire ouais, j'ai été maladroite ou maladroit et je m'en excuse, c'est hyper important. Enfin, on peut pas, sinon l'enfant, il a l'impression qu'on serait comme un colosse là, qui a toujours raison et qui a toujours le dernier mot. Je pense que c'est pas tellement ça qui va venir nourrir sereinement notre relation avec les enfants. Donc être en capacité de s'excuser auprès de lui, c'est chouette aussi. Et quand on se sent de réagir à une crise, c'est-à-dire qu'on est disposé, qu'on a le Mhm, temps, qu'on a la patience, c'est mhm, quoi les réactions qui facilitent l'accueil de la crise mhm. et le fait qu'elle puisse s'apaiser au bout d'un moment? Nous les adultes, des fois, ce qui est juste très aidant pour l'enfant, c'est qu'ils sentent que nous, quand même, on vient représenter une base de sécurité affective forte, que ça soit son parent en premier lieu ou après, voilà, les personnes qui accueillent le tout petit en crèche ou chez les assistants maternels. Ils ont vraiment besoin de sentir qu'on est là et qu'on les laisse pas tomber. Donc souvent, il y a juste une première chose aussi à faire, c'est de dire à l'enfant, OK, lâche, vas-y, je suis là. Tu es en sécurité. En sécurité, déjà même physique, et aussi pour qu'à l'intérieur, voilà, ils soient dans une sécurité où ils se disent enfin, ils se disent, non, ils se le disent pas pour le coup, mais qu'ils puissent vivre ça sans être jugés. Et ce qui est important, c'est aussi de se dire que notre présence, elle va venir laisser l'espace à ce possible-là, cette crise-là, faut qu'elle soit là. L'enfant, quand il est dans une tempête émotionnelle, comme les nomment les neurosciences affectives, en fait, il est plus du tout en capacité de raisonner. Et ça, c'est vraiment aussi une chose qui est importante à savoir pour nous les adultes, c'est que on va pouvoir lui dire 25 fois, oui, mais t'inquiète pas, demain, ton grand-père viendra, et du coup, tu pourras quand même faire aller au parc, jouer. En fait, là, son cerveau, il est en mode archaïque, il ne comprend plus du tout ce genre d'explication. Donc, une bonne posture aussi, c'est juste d'être silencieux ou silencieuse et d'être plus en proposition de je suis là, je te soutiens, je juge pas ce que tu es en train de vivre. As-tu besoin ou pas de mes bras? Il y a des enfants qui ont besoin d'être contenus aussi physiquement. Ça les rassemble parce qu'à l'intérieur, ça fait comme, ouais, je sais pas, un verre qui se casserait. Ça fait plein de morceaux. Donc des fois, le fait de se sentir rassemblés, ça vient vraiment les apaiser profondément. Pour d'autres enfants, c'est insupportable un peu cette contention. Donc à nous aussi de nous adapter à ce que renvoie cet enfant-là. Mais voilà, si on peut quand même, c'est important de garder un contact aussi, au moins visuel avec cet enfant. En tout cas, on n'isole pas tout seul un enfant qui est en train de vivre une crise, voilà, émotionnelle ou une tempête émotionnelle très forte. Parce que le fait de le mettre au loin, c'est sans doute très angoissant pour lui et de couper aussi notre canal visuel, ça c'est un lien qui est invisible mais qui est très fort. Et puis le message, voilà, qu'on lui enverrait si toutefois on l'éloignait, c'est là en fait tu galères, c'est quand même t'es envahi par ça et ça a l'air très fort. Et moi je te mets loin pour pas voir ça ce qui se passe. Donc peut-être que le message il est très peu soutenant pour cet enfant-là. Mais par contre, une fois de plus, je pense qu'on a beaucoup de travail, nous les adultes,
C'est-à-dire qu'il va falloir partir aussi à la rencontre de nous-mêmes, de comment ces émotions qu'on est en train de vivre à travers cet enfant, comment elles viennent nous faire résonner aussi nos propres, des fois, douleurs ou nos propres blessures à nous qu'on n'a pas encore forcément réparées. Et souvent, ces crises-là aussi, c'est pour ça que nos réactions, souvent, elles peuvent être fortes. Où on n'accepte pas, où on veut vite que ça s'arrête. Parce qu'au final, ça vient nous réveiller des choses de nous, comment on a vécu ça et comment ça a été aussi reçu ou accompagné par nos parents ou les gens avec qui on était quand on était petit. Donc, quelque part, l'hypersensibilité de l'enfant ou quand on est au quotidien à accompagner souvent, eh ben nous, ça va nous permettre aussi en tant qu'adulte d'aller nous mettre au travail sur mais moi, j'en suis où moi en tant qu'adulte en fait avec mes émotions. Et pourquoi cette scène à chaque fois où ce comportement, cette traduction vient réveiller en moi le dragon. C'est un bon curseur pour les parents et les professionnels d'identifier. Bah oui, c'est vrai qu'à chaque fois quand il se passe ça, je sens qu'en moi ça monte et je n'arrive pas à me maîtriser. C'est déjà la moitié du chemin qui est fait parce qu'on a repéré que là, il y a quand même quelque chose qui vient se cristalliser. Donc effectivement, de gérer les crises et d'accompagner l'enfant, moi, il me semble que ça nécessite à un moment donné quand même de retourner travailler sur soi en tant qu'adulte, sur nous, on en est où de nos émotions. Est-ce qu'on se les autorise en fait, nous, les émotions? Moi, quand je suis devenue maman, là, c'est venu réveiller des choses auxquelles je n'avais pas prêté oreille depuis bien longtemps. Et du coup, il a bien fallu que j'aille et que je retourne vers ça. Mais parce que c'était, à mon sens, c'était moi, il fallait que j'aille soigner ou voilà ou penser certaines blessures pour être encore plus en capacité d'accompagner que mes enfants, j'ai 3 enfants maintenant, allaient forcément vivre dans leur enfance. D'accord. Et pour rester dans le registre de comment réagir face au comportement de nos enfants qu'on trouve Mmh, excessif ou qu'on comprend pas toujours, est-ce mmh, qu'on peut réussir à faire la différence entre le désir d'un enfant et son besoin, notamment quand il a du mal à gérer la frustration? Par exemple, mmh, il va faire une crise parce qu'il a envie d'une sucette. mmh. Est-ce que c'est un désir et il faut pouvoir lui mettre à un moment donné un cadre, une limite, c'est pas l'heure, Mmh, ce sera demain? Ou est-ce que mmh. peut-être qu'il est juste en train de faire une hypoglycémie et qu'il a faim? Comment on Ouais, arrive c'est ça. à arbitrer, voilà, Ça entre cerveau. désir et Mmh. besoin, notamment face à des enfants qui peuvent être facilement excessifs, facilement dans les larmes, facilement dans la dramatisation? Mmh. Peut-être déjà, on peut se redire c'est quoi un besoin et c'est quoi un désir. Parce que ce sont 2 termes qui sont souvent liés, mais qui n'ont pas du tout la même dynamique. Donc le besoin, déjà, ça concerne en tout premier lieu, ça vient parler de la survie. Combler un besoin, ça va nous permettre tout simplement d'être en vie. Quand on arrive sur la Terre, jusqu'à un certain âge, l'enfant, enfin le petit humain, il peut pas par lui-même combler ses besoins. Donc c'est les parents à la base qui sont chargés d'y répondre. Donc des besoins, il y en a plein. Il y a voilà une pyramide qui s'appelle la pyramide de Maslow qui détaille voilà 5 besoins fondamentaux, mais notamment voilà de l'ordre déjà des besoins physiologiques. Effectivement, hypoglycémie, besoin de manger. Ok, c'est 18 heures en fait. Ok, prends un gâteau parce que là t'es en hypoglycémie et on sait aussi maintenant que l'hypoglycémie ça a vraiment une répercussion sur le comportement de l'enfant. Mais en tout cas voilà des besoins physiologiques, des besoins affectifs, d'attention, de câlin, de tendresse, des besoins relationnels, voilà, de se sentir accepté, entendu, d'être valorisé dans sa famille, les lieux où l'enfant va grandir. Le rôle des parents, c'est de combler les besoins de son enfant ou de ses enfants, jusqu'à qu'ils soient en capacité de prendre soin d'eux-mêmes d'une manière autonome. Un désir, c'est une dynamique qui est bien différente. Le désir, on pourrait dire que c'est quelque chose qui est le moteur de notre existence. Euh, des désirs, on en a plein toute la journée. C'est un espèce comme ça d'élan de vie qui vient nous guider au quotidien. Donc le désir, c'est nécessaire pour vivre, mais pour autant, c'est pas obligatoire que le désir soit comblé. On peut avoir des milliards de désirs. Pour prendre un exemple très concret
la liste de cadeaux à Noël, permettons à nos enfants de mettre 250 cadeaux sur la liste. Tous ces désirs-là, ils ont complètement leur place. Après, le résultat sera peut-être un petit peu différent en termes de cadeaux réels, mais laissons-les avoir des désirs par milliers, d'avoir tout le catalogue sur leur liste. Ça, c'est complètement possible. Et ça leur donne, on peut bien observer, ça leur procure une joie intense à chaque fois de dire, ah, je veux avoir ça, je veux ça, je veux ça. Ouais, vas-y, dans tes désirs, vas-y. Après, qu'ils soient tous comblés, et ça, on se rapproche plus du principe de réalité. Le principe de plaisir, le principe de réalité qui, à un moment donné, oui, vont venir se rencontrer. À la fois, voilà, pour les enfants, c'est normal et c'est un signe de bonne santé qu'ils aient plein de désirs. Nous, adultes, la différence avec les besoins, c'est que on va pas prendre en charge les désirs de nos enfants. On va prendre en charge leurs besoins, leurs désirs, on va pas les prendre en charge. Donc, c'est pas nécessaire ni souhaitable, on pourrait dire, de répondre favorablement à tous leurs désirs. Donc, effectivement, qui dit non-acceptation de tous les désirs, dit en face une réponse de mais si, en fait. Et nous, bah non, en fait. Donc, va se pointer assez rapidement, effectivement, ce qu'on appelle la frustration. Donc, que faire par rapport à cet enfant qui vient traduire son mécontentement par toujours ce fameux iceberg, par un comportement. Donc le comportement, bah ça va être, je sais pas, des cris, des pleurs. Je sais pas, des fois on voit même plus fort, hein, de se mettre par terre ou de plus avoir envie d'avancer sur le chemin, ou de taper, ou de mordre. Effectivement, nous là, quand il s'agit du corps de l'autre, on est bien d'accord que c'est important de verbaliser à l'enfant que le corps, que ce soit notre corps à nous d'adultes ou le corps d'un autre copain, ne peut pas effectivement recevoir de la violence et puis de recevoir la frustration. Ça va être important qu'on puisse trouver une autre façon de la mettre en action, mais pas sur le corps des autres. Ça c'est pas très autorisé et c'est pas possible. Hum, je pense que l'adulte à un moment donné là, c'est important de souffler, se dire ok, moi ce que j'ai dit en fait pour moi c'est clair et je suis centrée aussi avec ça. Je pense que l'enfant il est très réceptif à ça. Quand on lui dit non, mais qu'à l'intérieur de nous on sait que c'est non en fait et que ça bougera pas, on a quand même de grandes chances pour que on vacille pas trop. Quand des fois on dit non parce que reprenons l'exemple du gâteau de 18 heures, on nous a souvent sans doute dit ah bah non tu vas pas manger un gâteau maintenant, t'auras plus faim. Bon, bah là des fois je dis non parce que on m'a toujours dit que non en fait ça c'est pas possible. Bon bah en vrai là j'ai dit non mais j'y crois pas trop. Moi je pense que l'enfant il le capte ça. Je dis ouais en fait elle me dit non mais à l'intérieur elle aurait tellement envie de me dire oui. Alors ça c'est de l'ordre un peu de l'impalpable hein, mais moi je pense que l'enfant et notamment l'enfant hypersensible ça il vient directement capter qu'on n'est pas complètement raccord avec ce qu'on lui dit. Si toutefois on est hyper raccord et que, en fait, pour traverser la route, moi j'ai besoin que tu me donnes la main parce que j'ai besoin que moi je sois en sécurité avec toi et que c'est comme ça en tout cas que je vais te demander de le faire, et bah ça veut dire que il va falloir avoir un peu de temps devant soi parce que cette crise-là, bah effectivement, de toute façon, elle arrive, elle est là, et bah une fois de plus, voilà, de pouvoir verbaliser, oui c'est vrai effectivement, tu es très fâché. Ouais, ouais, je vois bien, là, ça te met vraiment, vraiment en colère. Donc, remettre des mots sur ce que l'enfant il est en train de ressentir. Par contre, je pense, et c'est très, très important aussi, que l'enfant il puisse avoir à vivre des limites. Dire non à un enfant, c'est lui montrer qu'on a du respect pour lui et qu'on l'aime. Et surtout quand on est un parent. C'est vrai que de dire non, ça peut plein de fois aussi venir dire en fait je t'aime. Et il y a des choses aussi et des situations dans lesquelles moi en tant qu'adulte, je viens te mettre un cadre et des limites. C'est un enfant, il découvre les rouages du vivre ensemble, des environnements. Il a besoin sur ce chemin-là qui est sa vie de trouver des indications et des panneaux qui soient des panneaux sur lesquels il puisse compter. C'est comme si on se baladait ou on part en voiture et que tous les jours en fait les panneaux c'est pas les mêmes. Ah mais hier ça me disait pas d'aller à gauche.
Pourquoi il me dit d'aller à droite? Ah, puis alors, c'est pas le même nom dessus. Je pense qu'on aurait un sentiment d'insécurité qui serait très fort. Et ben, nous, les adultes, on a vraiment à nourrir ce besoin de sécurité chez l'enfant et de passer par un moment donné des règles qui soient simples et claires. Je pense que l'enfant, ça va vraiment nourrir son besoin de sécurité. Peut-être que des fois, nous, les adultes, on décale un peu ce nom parce qu'effectivement, de dire oui, ça évite d'avoir à vivre derrière une réponse de l'enfant qui est souvent traduite par un moment de pleurs ou de cris ou de crise, donc c'est plus engageant. Et des fois, de dire oui, quelque part, est-ce qu'inconsciemment, ça vient pas dire, tu vois, tu m'aimes, hein, je te dis toujours oui. Et je pense que c'est pas forcément une posture qui est juste. Après, on fait ce qu'on peut et c'est sans aucun jugement. Oui, puis il peut y avoir aussi des mots qui peuvent blesser en tant que parent. T'es méchant, t'es pas gentil, je t'aime Hum, plus, hum, etc. hum, Donc ça peut aussi déstabiliser dans les moments où on est hum, un peu plus fragile. Moi, ce que hum, je retiens, c'est que les besoins, ils sont fondamentaux et hum, ils doivent être comblés. Les désirs hum, peuvent tous exister, mais on a hum. complètement le droit en tant qu'adulte de pas tous les remplir, que la C'est ça. frustration, ça permet de construire un enfant, que le non, c'est aussi une façon de dire qu'on aime et de poser des limites, Hum, ça fait partie de la construction d'un enfant, hum. et qu'un oui, ça peut être à court terme une façon de faire plaisir, mais que ça peut aussi engendrer des situations où on a plus de mal à poser des limites et que l'enfant est plus insécurisé en fait. Exactement. Ouais, je le pense réellement. Le je t'aime par je te dis non, j'y crois vraiment fort. Et donc, pour se recentrer sur l'hypersensibilité, donc on voit que Mhm, c'est des enfants qui peuvent avoir à certains moments des comportements exacerbés, on aurait peut-être tendance des fois à leur dire qu'ils font du cinéma ou qu'ils hum, dramatisent. hum, Mais du coup, on se dit aussi que c'est important de s'adapter à ce qu'ils sont, de reconnaître ce trait de caractère. Et donc, comment on hum, s'adapte à ce tempérament de l'enfant-là, de cet enfant-là, tout en ayant en tête aussi les nécessités de socialisation et de vie en collectif et ce que ça veut dire, à savoir hum, parfois de l'agitation, du bruit, pas forcément hum, pouvoir tout le temps hum. individualiser l'accompagnement, des C'est fois ça. aussi peut-être un manque de sommeil. Alors comment Hum, on arrive à jongler entre lui apprendre à vivre avec les hum, autres et en même temps reconnaître que parfois il va être plus fragile, plus fatigué, plus fatigable et que pour lui hum, ça lui coûte. Donc comment assurer en fait son confort tout en assurant hum, la socialisation et l'éducation. hum. Et oui, c'est souvent effectivement peut-être plus du regard professionnel hein, ou dans des lieux de socialisation, disons pour raccourcir un peu, voilà, prenons la crèche. Effectivement, c'est comment dans le groupe on arrive à être dans l'individualisation et l'accompagnement spécifique de chaque enfant. Donc c'est un vrai travail au quotidien. Hum, Sachant que voilà le vivre ensemble c'est souvent des lignes éducatives qui guident aussi toutes les journées à la crèche et en même temps voilà d'avoir bien en conscience que voilà on est dans une posture de prendre en compte l'autre sans renoncer voilà à être soi et des moments effectivement va falloir être en capacité de mettre un petit peu voilà de côté ou un peu en silence ce besoin précis de cet enfant-là parce que effectivement la collectivité prend un peu le dessus. Par contre, ce qui va être important pour nous les éducateurs, les personnes le personnel petite enfance, c'est de se dire bon là quelque part c'est il a été conciliant, il nous a aidés et par contre voilà qu'on ait conscience que dans l'après-midi, on aura peut-être une attention un peu particulière sur une demande un peu spécifique de cet enfant-là et qu'on en ait aussi conscience pour que pour lui ça soit une forme aussi d'équilibre qui soit entendu et reconnu dans qui il est en tant qu'enfant. Donc c'est comment on arrive effectivement à faire de l'individuel dans du collectif. Déjà, ce que on peut se dire, c'est que de toute façon, au niveau vraiment neurologique, nous, le bébé, quand on est un être social, on est programmé pour aller à la rencontre d'un autre humain.
Et souvent, le premier autre humain qu'on va rencontrer, c'est souvent notre maman qui va prendre soin de nos besoins vitaux déjà, ne serait-ce que par le fait de nous nourrir, de prendre soin de nous. Donc déjà, nous, on a cette programmation pour être en groupe. Il y a des caractères d'enfants qui sont plus sociales que d'autres enfants qui sont un peu plus solitaires. Mais globalement, et on peut vraiment peut-être en plus le remettre à la lumière de ce qu'on vit actuellement, l'isolement, le confinement, on est en train émotionnellement, ça nous impacte beaucoup que le lien social il soit distendu comme ça, qu'on puisse plus être à la rencontre et dans des lieux où on est ensemble. Donc ça vraiment nous déjà le tout petit, même s'il a des besoins individuels qui sont importants à reconnaître et à prendre en charge et en compte, on sait aussi que l'enfant il est programmé pour partir à la rencontre de l'autre. Par contre, il va devoir avoir à apprendre à construire sa prise en compte de l'autre dans son altérité. Donc moi je suis un enfant, en face de moi j'ai une autre personne à la fois est semblable dans plein d'aspects, à la fois elle est différente de moi. Donc l'enfant, tranquillement, c'est aussi ses interactions avec ses pairs, et notamment, je pense, tous les lieux de crèche, de garderie, de centres de loisirs ou même d'école. L'enfant, lui, tranquillement, il va apprendre à modifier ses gestes, ses comportements en fonction de ce que l'autre va exprimer aussi et manifester en retour. Et l'objectif, c'est sans doute ça la socialisation, c'est de réussir à trouver un point d'accordage mutuel pour pouvoir être ensemble et faire des choses ensemble. Donc la socialisation, ça pourrait être un peu ça, prendre en compte l'autre dans qui il est, sans renoncer à qui je suis moi. Donc c'est pas inné chez le tout petit, mais en tout cas l'adulte il a ce rôle-là quoi. Faire en sorte que les enfants puissent se rencontrer sans renoncer à être qui ils sont eux en tant qu'individus propres avec chacun leur particularité et pour certains leur hypersensibilité. D'accord, et là vous parliez du coup de la façon dont les professionnels pouvaient comprendre et accompagner de façon adéquate ce trait de caractère qu'est l'hypersensibilité. Comment elle se fait la sensibilisation des pros et même des parents dans le monde de la petite enfance par rapport à ce tempérament-là, à l'hypersensibilité? Moi, j'ai quand même l'impression que de plus en plus les professionnels de la petite enfance sont formés en ce sens, notamment, alors par exemple dans la formation continue des assistants maternels, il y a tout un module de formation spécifiquement dédié aux neurosciences affectives et sociales et les émotions. Déjà, c'est un programme dans le cadre de la formation continue, après dont on peut disposer en tant que salarié. Moi, je suis moi-même du coup formatrice là pour les assistantes maternelles du département. Ce sont des notions maintenant qui sont dans les programmes de formation initiaux, des formations théoriques de base avant d'accueillir les enfants, et notamment pour les assistants maternels qui vont accueillir les enfants chez eux. Ce sont des contenus qui sont enseignés dans la formation théorique de base des 80 heures. Également une formation dans laquelle on va beaucoup insister et analyser ce qu'on appelle les VEO, les violences éducatives ordinaires. Donc ça, c'est vraiment des termes aussi qui sont assez nouveaux, mais qui sont complètement maintenant qui font partie des formations des pros. Après, ce qui est du ressort plus, on va dire, des familles et des parents, je pense que par exemple votre émission qui vient parler de l'hypersensibilité, certains magazines, de plus en plus de personnes comme Isabelle Filiosa qui a beaucoup aussi été médiatisée pour mettre la lumière sur c'est quoi les émotions, comment on accompagne l'enfant. Catherine Guéguen dont on parlait tout à l'heure, pédiatre, autour de ces nouveaux regards aussi et surtout on comprend physiologiquement, neurologiquement ce qui se passe dans le cerveau d'un tout petit.
on a quand même mine de rien, voilà, les chaînes YouTube où on peut avoir beaucoup de conférences. L'information, elle a quand même un accès qui est relativement de plus en plus facile, on va dire. Par contre, là où il faut continuer d'œuvrer, c'est d'œuvrer pour les lieux de parentalité et de soutien à la parentalité. De fait, ce sont souvent des lieux qui sont des lieux associatifs. Donc, ce sont aussi des lieux qui dépendent beaucoup voilà, de subventions. Mais on a vraiment intérêt à ce que ces lieux de rencontres autour de la parentalité soient des lieux d'information et de conférences et où on trouve des bouquins, de la ressource, des articles pour que effectivement ça puisse être accessible à tous. Et au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il faut vraiment viser large, c'est-à-dire que quand on sort de la maternité, peut-être qu'à un moment donné, dans la chambre de la maternité, ouais, alors il y a une télé, alors on peut regarder la télé, mais si par exemple à la télé il y avait, voilà, je sais pas, des petites émissions ou des petites informations préventives en termes de, voilà, comment ça peut être aussi d'être un tout bébé, comment on peut être dans ce lien, voilà, et puis de la parole et tout ça, ça peut déjà aussi commencer très tôt, ne serait-ce que, oui, qu'à l'hôpital ou à la maternité. Ça peut être tout le personnel, voilà, sage-femme aussi quand on n'en peut plus, qu'on est fatigué. Il y a vraiment tous les acteurs en fait autour de la petite enfance qui ont un rôle à jouer là-dedans, à l'école. Mais il faut qu'on continue d'avoir des endroits qui soient dédiés à l'information et à la parole et à l'écoute et venir aussi poser quand ça va pas, parce que on sait aussi que voilà, c'est c'est pas c'est pas grave à un moment donné de crier ou de d'être moins au top. Mais par contre, il faut pas que ça puisse s'installer dans un quotidien. Et si ça commence à venir s'installer dans un quotidien, il faut pouvoir juste sortir de chez soi et se dire ouais ben moi en fait je craque, mais par contre je sais que je vais passer voilà à 2 pâtés de maison, il y a tel lieu où je vais pouvoir aller poser et je vais être entendue et pas jugée et je vais rencontrer des personnes voilà qui vont pouvoir me guider, m'orienter, comprendre voilà ce qui se passe en ce moment je sais pas dans notre famille. Et ça, quelque part, c'est un vrai projet aussi de société. Quel enjeu on met autour de ça, hein. Donc, c'est, à mon sens, aussi très lié aux politiques et la parentalité. Des fois, c'est un peu compliqué, je trouve, en France. C'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression que depuis le confinement, on entend de plus en plus parler de burn-out parental. On a aussi parlé Mm, beaucoup de la charge mentale, notamment des mm, mères. les mères, oui. Il y a eu un reportage sur Zone Interdite M6 justement sur le burn-out Ah ouais. parental qui a suivi des familles pendant un an, qui Mm, parlait de thérapie de groupe pour évacuer justement la culpabilité du mm, burn-out, mm, qui mettait le doigt sur moi ce que je connaissais pas, mais ce qu'on appelle le détachement affectif, où à un moment mm, donné on n'en peut tellement plus de son enfant qu'on n'arrive plus mm, à être en sa présence, qu'on n'arrive plus à l'aimer, qu'on n'arrive plus à passer du mm, temps avec lui. Et donc les outils, ça pouvait être déjà de ralentir, soit en s'arrêtant, mm, soit en commençant une thérapie, comme vous disiez, pour s'interroger un peu sur soi aussi, qu'est-ce qui nous met dans cette course effrénée. Des lieux mm, aussi de répit où les enfants peuvent être accueillis une après-midi, une soirée, un week-end, mm, 2 mois si mm, besoin, pour que les parents puissent se reposer. mm. Mais c'est vrai que reconnaître à un moment donné les difficultés de la parentalité et l'écart qu'il peut y avoir entre le parent qu'on a rêvé d'être et ce qu'on est, Ouais, le parent idéal et oui, et aussi se décaler de toutes les images qu'il y a sur les réseaux sociaux de famille idéale, notamment complètement. avec Instagram, hein. C'est vraiment Mm, un haut lieu de parentalité dont on n'a pas mm, conscience si on n'est pas sur les réseaux sociaux, mais il se passe énormément de choses. Et mm. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles qui s'exposent et qui du coup donnent une image très chouette, mais qui peut aussi mettre la pression, quoi. Complètement. Mais ça, c'est vraiment important hein, parce que effectivement, entre les messages, du coup, on va dire globalement que les médias envoient, ou ne serait-ce que, bon, pour faire un peu plus archaïque, mais ne serait-ce que les magazines, où voilà, on donne à voir une nana juste trop belle, trop souriante, qui gère trop bien ses enfants, elle a retrouvé la ligne au bout de 2 mois, elle a repris son boulot. Comment voulez-vous que quand 99% d'entre nous, on est là, on a juste envie de pleurer toute la journée, on se dit mais je suis juste
trop nul et je comprends pas parce que ouais, en fait, on m'a vendu du rêve et en fait, la réalité, elle est tellement loin qu'il y a des moments ça, dans la tête, ça fait vraiment des choses hyper fortes. Et effectivement, ce détachement aussi affectif de se dire mais je suis pas faite pour ça. En fait, je me suis trompée. Cet enfant idéal dont j'ai rêvé au quotidien, c'est pas du tout ça. Et vraiment, peut-être que de la prévention, ça serait de pouvoir accompagner. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé depuis le début de faire aussi dans les ateliers autour du massage bébé, c'est de venir aussi à la rencontre de soi-même et de notre bébé, en se détachant des attentes, des conseils, parce qu'il y a des milliards d'informations, c'est compliqué aussi quand on se retrouve parents et jeunes parents, et même des fois parents d'enfants un peu plus grands. Il y a tellement maintenant de réseaux, de magazines, de comment faire le tri. Et moi, souvent, bah, j'invite en tout cas les papas, les mamans et leurs bébés à venir à la rencontre de eux. Eux, comment on va construire notre confiance en nous et notre bébé. Notre bébé, notre enfant, il nous en envoie des millions de signaux et de messages. Et parfois, oui, alors sous le regard des autres, ça peut paraître un peu étonnant. N'empêche que c'est peut-être la forme un peu de protection, j'ai envie de dire, pour se détacher de ces injonctions-là que la société fait peser très fort, et notamment, bah, c'est vrai, hein, sur les femmes et qui après sont des mamans, où la pression est très haute. Et est-ce qu'à un moment donné, on s'écoute soi? Bah, peut-être qu'on est en décalage avec soi. Et d'être en décalage avec soi, c'est compliqué au quotidien. Et puis voilà, prendre soin de soi, c'est avant tout la mesure d'urgence, prendre soin pour prendre soin des autres. C'est-à-dire que peut-être souvent on va avoir en tête si ça faisait comme un peu une sorte de, je sais pas, un entonnoir où on mettrait en haut les enfants, euh, en deux mon couple et en trois moi. Ben en fait ça je pense qu'il est important de le retourner. C'est-à-dire que en haut il y a moi. Alors, loin d'être une posture d'égoïsme, mais je prends soin de moi en tant qu'individu. Après, voilà, on peut voilà être en couple ou pas, mais en tout cas prendre soin des relations qu'on peut avoir avec d'autres personnes en adulte. Ça vient nourrir aussi un besoin bah, d'appartenance au groupe. J'ai des amis, je sais pas, j'ai un mari, une femme, je sais pas, peu importe. Je suis bien nourrie aussi de ce besoin-là et du coup, je suis en capacité de prendre soin. Mais en fait, ils arrivent en troisième position. Mais quand nous, tout en haut, là, on est, la source est tarie et sèche depuis 1000 ans, la moindre demande, la moindre sollicitation nous paraît une montagne. Et du coup, nos réactions et nos comportements sont complètement liés à ça. Donc, prendre soin de soi pour prendre soin de nos vies déjà entre adultes, ce dont on a besoin socialement, et pour prendre bien soin aussi de nos enfants. Mais pas s'oublier au départ. Hein. Du coup, pour finir sur l'hypersensibilité, qu'est-ce qui, selon vous, facilite le plus la vie à un enfant hypersensible? Sans doute d'être accueilli avant tout en tant qu'enfant et surtout pas lui coller d'étiquettes. Effectivement, regarde tout ce qu'on s'est dit, parfois nos connaissances, ou en tout cas notre traduction va nous permettre de dire que peut-être que cet enfant-là est ou serait hypersensible, mais avant tout, c'est un enfant. Donc on va éviter de le stigmatiser rapidement si on peut. Ensuite, je dirais toujours d'être à l'écoute en tant que nous adultes, voilà, parents ou éducateurs, personnels de petite enfance, avoir les outils nécessaires pour vivre avec lui un quotidien le plus serein, voilà, avec les outils qu'on a essayé de se donner en amont. Je dirais qu'avoir aussi la chance de rencontrer ou d'être le parent d'un enfant hyper sensible, ça permet aussi à l'adulte d'aller voilà, c'est ça, à la rencontre de soi aussi, de son enfant intérieur, de peut-être voilà re-questionner aussi l'éducation que nous-mêmes on a reçue, hein, comme on disait tout à l'heure, d'aller faire le point sur nos émotions. Au plus on sera au clair avec ça, au plus on va faciliter son quotidien parce qu'on va pouvoir s'accorder
dans ses ressentis et dans ses émotions parce qu'on sera en paix avec les nôtres. Donc, qu'est-ce qui peut faciliter aussi la vie le quotidien de cet enfant, c'est d'avoir les adultes qui l'entourent, qui soient dans une démarche d'être OK déjà avec eux-mêmes. C'est un peu ce qu'on se disait par rapport à prendre soin de soi, hein, prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de cet enfant, l'accompagner au mieux dans son quotidien. Après, tout ce qui est voilà connexion, accueil, écoute, non-jugement, savoir repérer aussi quand l'environnement pour lui il est trop stimulant. Et du coup, qu'est-ce qui peut faire de l'hypersensibilité une force? Qui peut en faire une force, c'est déjà de se dire que parfois voilà on perçoit l'hypersensibilité comme une contrainte, mais que ça peut être aussi un don, hein, vraiment un don relationnel finalement assez inestimable. Voilà une force lorsqu'effectivement elle est bien accueillie, bien comprise, bien apprivoisée, j'ai envie de dire, comme si on pouvait voir un peu voilà des fois cette bête sauvage qui est tapie là, mais plus on va bien connaître cette petite bête sauvage et plus on va pouvoir l'apprivoiser et vivre avec elle. Une petite phrase là d'un psychanalyste qui s'appelle Thomas Zella, qui a beaucoup bossé aussi là-dessus et qui disait devenir humain est une conquête quotidienne et celle-ci passe par la fierté d'être sensible. Donc voilà, moi je trouve que c'est une force dans le sens où quand on rencontre ou voilà, quand on est soit parent ou soit qu'on accompagne ces enfants-là, aussi se laisser embarquer dans la vision, dans leur vision du monde et dans le ressenti que eux ils ont du monde. C'est aussi des voyages qui sont extraordinaires, hein, si on se laisse embarquer et accompagner par eux. Et du coup, cette particularité-là, moi, je dirais que ça leur donne une puissance et aussi des grands moments de joie profonde et que de pouvoir être auprès d'eux quand c'est ces moments assez magiques de connexion juste avec la nature ou des musiques ou des choses comme ça, c'est aussi une force pour le coup. Donc grande joie aussi et grande possibilité d'avoir des vies très très belles quand on a cette particularité là d'être hyper sensible.